design, ce qu'on voit, c'est qu'avant c'était beaucoup du designer pour. Donc on faisait des objets, ensuite on les amenait sur le marché, et éventuellement il y avait quelques prototypes, et voilà. Maintenant, ce qu'on observe, et ce qu'on voit aussi avec le Lean Startup, je pense que c'est vraiment une tendance de fond, c'est de designer avec. Et donc de faire avec l'utilisateur, et d'aller... en fait, le designer devient plus un facilitateur justement, il récupère les expériences, les envies, les besoins, et il donne forme avec les personnes qui vont utiliser le service ou le produit ou l'événement d'une association. Et en fait, à mon sens, le designer, ça peut être tout le monde. Enfin, personnellement, je considère que je ne suis pas plus légitime en tant que designer parce que j'ai fait des études, ça m'apporte plus d'expérience ou certains outils, etc. Mais pour moi, c'est surtout une approche et une manière d'aborder les choses en pensant, en facilitant justement, en mettant en connexion les différentes personnes qui sont concernées par un problème et en faisant avec elles, en designant avec elles la solution. Donc on voit assez bien dans les exemples de IDEO. Ils ont plusieurs sites. Il me semble que IDEO.org, c'est celui qui est plus sur cette dimension-là, et le IDEO. Je ne sais plus quoi, il y aura beaucoup plus d'outils, de la dimension industrielle, qui nous intéresse moins. UX, je pense que vous connaissez assez bien, c'est tout ce qui est user experience. Donc voilà, il y a différents éléments à chercher à ce niveau-là. Tim Brown, on en parlait déjà, il a pas mal écrit, il écrit sur Medium, je crois qu'il a un site où il écrit justement sur ses réflexions sur le design, qui est assez intéressant. La School de Stanford, donc c'est aussi une des bases, des maisons un peu du design thinking, et ils ont eux aussi une plateforme sur laquelle ils ont tout un tas d'outils, et notamment ces outils pour mener des interviews, etc. Alors ce qui est pas très malin, c'est que j'ai pas mis le lien exact, mais ça se trouve sur internet. Ensuite, donc l'intelligence collective, c'est pas directement lié au design thinking, mais je l'ai mis là parce que c'est un élément que je trouve aussi intéressant dans sa dimension du designer avec. Parce que donc avant, on considérait que le designer était un peu celui qui gérait les choses, éventuellement c'était une équipe de personnes. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir que quand les solutions sont designées avec plusieurs personnes, elles sont en général plus adaptées au contexte, plus intelligentes, elles intègrent des problématiques beaucoup plus complexes. Un exemple que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est IDEO, qui avait une équipe de design qui travaillait sur la question des salles d'attente dans les hôpitaux. Et donc aussi tout le temps passé sur les brancards, les différents temps de l'hospitalisation. Et pour mieux comprendre leur utilisateur, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est de se mettre exactement à la place de l'utilisateur et de passer donc, le nombre d'heures que passent les patients dans la salle d'attente, de rester allongés sur les brancards la même durée de temps, et ils se sont rendus compte que, en fait, quand on est à l'hôpital, on passe bien parfois une demi-heure, une heure allongé sur un brancard à regarder le plafond. Et donc, ce qu'ils cherchaient après derrière ça, c'est à améliorer l'expérience des personnes dans l'hôpital à leur niveau, et aussi de faciliter la communication au sein des différents services de l'hôpital. Et donc, ils ont fait toute une installation sur le plafond de l'hôpital. Ça, c'est une première chose que j'avais trouvée assez intéressante. Et une deuxième expérience qui a été aussi faite par IDEO, qui intervient par ailleurs énormément dans des situations, par exemple en Afrique, pour les questions de l'accès à l'eau, etc. J'ai passé des exemples à ce niveau-là, mais ils ont aussi fait une expérience par rapport au milieu de l'enseignement, où les proviseurs des écoles, en fait, se sont mis dans les baskets de leurs élèves toute une journée, ont fait tous les cours de leurs élèves, sont allés manger à la cafétéria avec eux, sont allés à la cantine, et ils ont pu voir ce que c'était de vivre la vie d'un élève une journée. Après, une journée, c'est pas la même chose que sur un an, mais ça leur a déjà permis de comprendre en quoi ça consistait. Et ils se sont rendus compte que c'est extrêmement difficile d'ingurgiter des cours comme ça, de 1 ou 2 heures à la suite, 4 cours par journée, avec très peu de pauses, de marcher dans les couloirs. Et après, c'est un projet qui est encore en cours. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir améliorer cette expérience de l'élève qui passe ses journées à courir d'un cours à l'autre et à avoir des matières qui parfois n'ont rien à voir l'une et l'autre, etc. Donc c'est 2 exemples de l'empathie que je trouve assez parlants. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Voilà. Après, ça peut être aussi
plus tard dans le processus, comme tu disais, une fois qu'on a le produit en lui-même, ça peut être de soi-même essayer le produit, ou de vraiment comprendre comment est-ce que la personne interagit avec l'objet. Un peu comme Blablacar qui faisait ça. Ouais. Il prenait des Blablacar pour voir comment réagissaient les gens. C'est exactement ça. Désolé pour... Ah non, merci, c'est super en fait. Au contraire. Si d'autres personnes ont des exemples, je pense que ça aide à comprendre justement comment est-ce que ça peut être mis en pratique concrètement. Donc dans le define, c'était plus cette partie-là. L'idée c'est de rentrer plus en précision dans le projet, c'est assez clair. Et de préciser aussi la question qu'on se pose. Parce qu'en général, quand on commence un projet, on a une question très large. Et ce qui est important, c'est de pouvoir la repréciser en répondant à un problème. Par exemple, là, je vais résoudre le problème de la faim dans le monde. Voilà, comment résoudre la faim dans le monde, c'est trop large. Et ce qui est intéressant, c'est de se centrer plus sur un contexte particulier ou sur un problème particulier. Et donc de redéfinir cette question le plus précisément possible. IDL, on en a déjà parlé, prototyper et test. Voilà, donc ça, au niveau des bases théoriques, pour moi, c'est les éléments les principaux qui permettent de comprendre en quoi consiste le design thinking et de ensuite le repenser dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces différents éléments? Si, les méthodes de test, est-ce qu'il y a des méthodes qui existent pour les aborder? Du coup, là, c'est l'idée de passer aux outils. Donc, au niveau des méthodes, ça fait partie d'outils. Je les ai pas là précisément, mais tu peux aller voir le site de la D-School de Stanford, et ils ont justement énormément détaillé ces trames. Et en fait, je peux directement aller là. C'est ce dont aussi je voulais vous parler avec ce dessin qui n'est pas le plus beau, mais qui est bien, je pense. Dans les interviews, moi c'est aussi la raison pour laquelle je fais la sociologie, c'est parce qu'il y a différentes manières de mener des interviews. Et ce qui est intéressant, c'est d'entendre l'expérience concrète de la personne, de savoir comment est-ce qu'elle vit les choses, qu'est-ce qu'elle vit, de comprendre aussi les émotions qui sont attachées à tout ça. Et donc en général, en sociologie, ce qui se passe, c'est qu'on a une grille générale. L'idée, c'est de ne pas influencer la personne quand elle parle. C'est de ne pas y aller avec une idée préconçue du problème, mais de voir qu'il y a un problème ou une friction quelque part, et d'aller très sincèrement essayer de comprendre l'expérience de la personne. Et donc pour ça, l'idée, c'est en fait de poser des questions très ouvertes et de laisser la personne raconter son histoire. C'est vraiment d'être dans une narration du quotidien pour pouvoir mieux appréhender les problèmes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu récemment donc, par une personne qui fait partie d'une communauté qui s'appelle Inspiral, que moi je trouve très envie d'aller voir ce qu'ils font, mais en gros, c'est une communauté de personnes de différents milieux qui travaillent sur des choses, on things that matter, et ils ont intégré justement certaines dimensions du design thinking et ce qui s'appelle le Scrum Design. Et tu as une personne qui parlait donc de sa manière de mener des interviews. Et donc en général, c'est ça, tu as des notes, tu prends des notes, tu prends des notes. Et cette personne disait qu'elle avait trouvé une manière de rendre plus. En fait, d'être dans une deep listening et de mieux écouter la personne et ses problèmes en simplement traçant une ligne sur sa feuille dans laquelle, donc ça crée une sorte de colonne, dans laquelle elle marque les choses qui l'ont surpris ou les choses auxquelles elle ne s'attendait pas. Et ça permet donc d'extraire les éléments de la conversation qui ont le plus de ce qu'on peut appeler des insights, en fait, ce qui sont un peu en design des insights, donc c'est un peu l'essence du problème et tu te dis c'est là qu'il faut que j'intervienne. Et ça va aussi un peu aider à contrer les biais de pensée où tu dis ah mais cette personne a ce problème pour cette raison et donc tu vas essayer de l'amener sur ce terrain. Et donc là c'est te mettre dans une disposition aussi d'écoute où tu recherches cette chose à laquelle tu ne t'attendais pas et tu cherches à ce que cette personne en arrive à dire aussi des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Donc c'est très simple, mais je trouve que c'est assez efficace. Donc ça c'est un premier outil, et donc pour aller plus loin il y a plus de détails sur des plateformes dont je vous parlerai à la fin. Ensuite un deuxième outil que je trouve intéressant c'est les mind maps. Est-ce que vous connaissez en général c'est assez connu. Ouais.
assez rapidement, mais voilà, l'idée c'est d'avoir un problème assez large au milieu, donc ça pourrait par exemple être la faim dans le monde, et de décomposer le problème, de voir les différents éléments qui influent sur ce problème. Donc, ça peut être des problèmes d'agriculture, des problèmes de sol, d'accès à l'eau, ça peut être des problèmes d'outils, enfin, ça peut être vraiment large, des problèmes hommes-femmes dans certains pays. Et donc ça permet d'avoir une vision plus systémique du problème. Et ensuite, l'idée c'est de décomposer encore plus en détail ces différents éléments. Ce qui est intéressant, c'est que justement, on passe d'une question très large, comment résoudre la fin du monde, à des questions beaucoup plus ciblées, qui vont être intéressantes à chercher à résoudre. Et par ailleurs, ça permet aussi d'avoir ce qu'on appelle des métriques, de pouvoir se dire, voilà, là je vais chercher à résoudre tel problème dans tel endroit, à telle date, il se sera passé ça. Bien auprès de tant de personnes, je vais réaliser ça, alors que la fin du monde, c'est pas mesurable. Donc en général, les problèmes les plus intéressants se situent dans un niveau de décortiquage assez poussé. Est-ce que... une autre chose là que j'ai marqué qui est là, c'est ce qu'on appelle le shadowing. Donc c'est... est-ce que vous connaissez? Non. Donc c'est assez proche là, entre l'interview et les dimensions d'empathie. C'est l'idée de suivre une personne, d'être son ombre. Et donc de la suivre dans sa journée, de regarder qu'est-ce qu'elle fait. Après ça peut influencer un petit peu les comportements, mais chaque méthode a ses limites. Celle-là, je la trouve intéressante aussi. Il y a aussi des personnes qui, par exemple, vont donner un appareil photo à la personne et lui dire prends en photo, par exemple, ton petit déjeuner chaque matin. Ou prends en photo, je sais pas, un élément, le sujet d'intérêt en fait de l'étude. Et après, ça peut sembler peut-être un petit peu abstrait dans le lien de l'appliquer pour des associations. Dans vos projets, c'est assez facile. Pour des associations, en fait, moi, ce que je trouvais intéressant au niveau de ces méthodes d'association, c'est au niveau de penser des nouveaux formats, de mieux comprendre l'expérience des personnes quand elles sont en conférence, en train d'écouter la conférence. Ou, je sais qu'à Sciences Po à Wisdom, on fait pas mal de visites de start-up, etc.